Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Alors cette émission est la première d'une longue série, du moins on l'espère, où l'on va aborder un certain nombre de films qui nous semblent intéressants, donc du point de vue sceptique, zététique, plus globalement on va dire de la réflexion métacognitive, afin peut-être qu'un jour il puisse servir au développement d'esprit critique, à créer des discussions en famille, entre amis, dans des ciné-clubs, à réfléchir ensemble aux méthodes que nous mettons en œuvre pour décrypter le réel. Ces films peuvent pousser au doute, décrire des éléments méthodologiques, en démontrer l'efficacité, ou, au contraire, avancer des thèses plus discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Les films que nous chroniquons sont tous présents sur la liste Sens Critique, nommée la Scepticothèque, la Cinémathèque sceptique et zététique. C'est une liste qui regroupe aujourd'hui près de 80 films et qui continue à être approvisionnée au rythme de nos découvertes et aussi des vôtres. Donc bien évidemment, cette liste ne sera jamais exhaustive, tout comme nous ne pourrons jamais aborder le contenu des œuvres en totalité. Ainsi, nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur l'émission ou sur les films. Nous en serons à ce moment-là absolument ravis. Alors, il faut savoir que l'aventure de Cinétique, c'est aussi une aventure qui est avant tout collective. Et bien évidemment, tout ce travail ne peut pas se faire sans une équipe motivée, c'est-à-dire sans des chroniqueurs et des chroniqueuses de choix. Pour cela, nous avons avec nous aujourd'hui, si c'est faux, Adeline et Geoffrey. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Salut, Lilian. Donc, je vous propose pour cette première émission de tous un peu nous présenter tour à tour pour que nos auditeurs puissent savoir à peu près qui est-ce qu'ils écoutent. Adeline, je te propose de commencer si ça te dit. Oui, je m'appelle Adeline, j'ai 36 ans, je suis comédienne. J'ai fait des études de théâtre, cinéma et art visuel. Et j'ai d'abord abordé l'esprit critique par l'étude du montage et des images au travers de mes études, puis avec des vulgarisateurs scientifiques, notamment les youtubeurs. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est décortiquer les films. Voilà pourquoi je suis ici. Merci beaucoup Adeline. Est-ce que Geoffrey, tu as envie de reprendre la suite ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Geoffrey Gavalda, j'ai 30 ans. Je suis journaliste à la fois culture et fact-checking. Donc, je suis aussi sceptique depuis quelques années. Et j'ai eu une petite carrière dans le cinéma par le passé en tant que technicien. Donc, je maîtrise beaucoup moins bien qu'Adeline le décortiquage de l'image, mais un petit peu plus la technique. Et surtout, je suis très bon public. Merci beaucoup Geoffrey. Mais on est tous très bons publics, hein, c'est le principe. Si c'est faux, est-ce que tu veux te présenter ? Non. Ok, merci. Alors. Oui, alors moi, tout le monde m'appelle Noata, ou si c'est faux, j'ai 18 ans et 13 ans d'expérience. Je vis en Bavière depuis 10 ans. Donc, je tiens une petite chaîne qui s'appelle Si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai. Je suis également à la tête d'un collectif qui s'appelle AD16 avec 2 autres personnes. On fait la promotion de l'esprit critique, mais aussi d'une méthode scientifique. On va tester des médiums, des voyants. On va aller partir à la recherche de fantômes, de fées dans les forêts, etc. Alors moi, je connais pas grand-chose en cinéma. J'étais même assez surprise au niveau de l'invitation, que j'ai accepté avec plaisir. Hein. Moi, je regarde surtout les grosses productions, en fait, et surtout celles qui sont sur Netflix, et surtout celles où il y a des matchs, des boules de feu ou des super-héros. Donc, du coup, Cinétique, pour moi, c'est l'occasion de découvrir des films, de parler de ces films, et de participer à la diffusion de l'esprit critique d'une façon différente de ce que je fais sur ma chaîne ou de ce qu'on fera avec AD16. Parce que moi, j'aime bien ça, l'esprit critique. Puis surtout, il nous fallait une caution geek, donc c'est tombé sur toi. Voilà, aussi. Alors c'est super parce que moi je viens de me rendre compte que je suis le plus jeune pour le coup. Moi je m'appelle Vivien, donc j'ai 28 ans. C'est pareil, j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait un master en études cinématographiques. Maintenant je suis en doctorat en socio-histoire du cinéma, donc beaucoup plus axé vers l'histoire générale du cinéma, plutôt vers les institutions, mais je m'intéresse aussi pas mal à la forme.
Moi, globalement, j'ai 3 grands centres d'intérêt dans ma vie. C'est le cinéma, l'éducation populaire et le scepticisme. Et pour le coup, Cinétique, c'est pour moi vraiment un moyen de réunir ces 3 passions en une et d'aborder vraiment les thèmes, les outils du scepticisme à travers un médium qui est encore peu utilisé pour en parler, c'est-à-dire le cinéma, et de faire en même temps, d'essayer de faire en tout cas œuvre d'éducation populaire. Je pense qu'on a tous conscience ici que le cinéma est une forme culturelle. C'est quelque chose qui apporte de fait de l'esprit critique, parce que des films, quand on les voit, on les discute, on les critique, ça réinterroge aussi nos visions du monde. Mais c'est vrai qu'ici, dans cette émission, je pense qu'on a vraiment plus l'ambition d'attaquer le cinéma à travers vraiment cette vision-là du scepticisme et des outils vraiment méthodologiques qui permettent peut-être d'un peu moins nous tromper. Alors, il y a aussi un dernier membre de l'équipe qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, donc c'est Gabriel. Il nous rejoindra dans les prochaines émissions. Nous allons aussi en profiter pour le remercier parce que c'est lui qui se consacre au montage de ces émissions. On a déjà fait 2 émissions en test, c'est la première qui est diffusée. Et donc, nous le remercions vraiment pour son travail qui est absolument génial. Et nous en profitons aussi pour remercier également Pierre, qui est l'artisan et l'artiste qui nous a concocté un logo de première qualité que vous retrouverez donc sur nos réseaux sociaux ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Vous retrouverez aussi sur cette plateforme des liens qui vous enverront vers ses autres travaux. Donc en plus de cette magnifique équipe, nous espérons en fait plus tard faire appel à des invités qui pourraient nous éclairer sur certains sujets en particulier. Plutôt, on va appeler ça plutôt des spécialistes que des invités pour un peu plus peut-être approfondir certaines thématiques. Donc c'est un des projets que nous avons en cours. Et un autre projet peut-être qui verra le jour, c'est aussi la rédaction de fiches filmographiques. Résumons un petit peu les conversations qu'on a ici et qui permettront de donner une documentation à des professeurs ou à des éducateurs ou à des gens qui sont plutôt ancrés dans des associations de scepticisme pour réutiliser ces films, les projeter, les utiliser pour parler justement de scepticisme, créer toute une documentation à ce propos. J'en appelle aussi à des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par cette conception-là de cinéma et zététique scepticisme. Si jamais vous voulez nous rejoindre, on est totalement ouvert, n'hésitez pas à nous contacter. Alors maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tout le monde est prêt pour la première de l'émission ? Allons-y, Vivien. Oui, Dans ce cas, nous pouvons passer au film du jour. Vous avez accepté de jouer mon jeu et moi j'ai joué au vôtre. Ne crois-tu pas qu'il est temps de mourir ? Il se fout de notre gueule. T'es qu'un sale petit. Putain. On est tous piégés par ton histoire. tu n'as pas été le Christ. Il est dit que Bouddha et Jésus se mettraient à pleurer ou à rire s'ils savaient ce qu'on avait fait en leur nom. C'est vraiment ce que tu voudrais ? Vivre pendant 14 000 ans. Oh la ferme. Je t'aime, tu sais. Alors, The Man from Earth est un film américain qui est sorti en 2007 aux États-Unis. En France, il est sorti que 4 années après, directement en DVD, donc sans passer par la case cinéma. C'est un film, The Man from Earth, qui a vraiment créé une petite légitimité, petite réputation grâce vraiment aux bouche à oreille et aux réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un film qui s'est construit comme ça, qui atteint aujourd'hui presque un statut culte pour une certaine communauté cinéphile, notamment en termes de films de science-fiction. Alors c'est un film de huis clos, donc qui réunit un archéologue, un anthropologue, un biologiste, un psychologue, une chrétienne et une étudiante qui se retrouvent pour le pot de départ d'un historien. C'est vrai, on dirait un peu le départ d'une mauvaise blague. Elle l'est pas autant que celle que prépare John Ullman à ses collègues. John Ullman, donc, c'est l'historien. Les collègues, interloqués un peu par son départ précipité, après 10 ans à exercer à l'université, il a une carrière devant lui qui s'ouvre et qui semble vraiment plutôt de bon augure. Ses collègues donc ne comprennent pas du tout son départ. John, un peu acculé par donc, les multiples questionnements de ses collègues, n'a alors d'autre choix que d'avouer son secret. Il a 14 000 ans. C'est ainsi que commence ce huis clos passionnant. John est-il en train de faire une expérience de pensée, de faire une blague, ou est-il en train de nous dire la vérité ? Mais surtout, le vrai questionnement qui nous tient en haleine pendant tout le film, c'est comment distinguer le vrai du faux. Pour commencer, je vous propose de peut-être revenir un petit peu sur le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Toi, Geoffrey, qui vient juste de terminer le film, là, qui est encore un peu à chaud, qu'est-ce que toi, tu ressens encore en ce moment ? Ah mais je suis encore dedans, du coup, donc c'est vrai que ça fait pas mal d'effets. C'est la deuxième fois que je le vois. Ce film me touche toujours beaucoup.
à travers ces personnages. Je trouve que chacun remplit bien sa fonction. Alors, on n'a pas le temps pour un vrai développement et on est dans un huis clos, donc chacun va avoir une position assez délimitée et s'en tenir à son rôle, en fait, sans trop sortir de son personnage. Donc, on a la caution sceptique qui finalement en fait sera l'anthropologue. On a donc la chrétienne qui en fait n'a pas que le rôle de chrétienne, hein, elle est aussi historienne de l'art, donc elle va apporter aussi une certaine une spécialité là-dedans. Et chacun vient en fait permettre d'apporter des éléments à l'histoire, de la légitimer, de la valider. Donc plus le temps passe et plus on y croit. Je pense que ce film nous tient aux tripes du début à la fin, tout en nous faisant conserver un certain recul, du coup, sans nous demander de trancher, puisque c'est même dit à un moment donné, on n'a pas besoin de cette hypothèse, en fait, on n'a pas besoin de croire ou de trancher pour que ce soit intéressant. Donc faisons juste l'exercice de pensée. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est présenté dès le départ. Imaginez-vous que c'est un exercice de pensée. Et ça marche très très bien. Sauf qu'effectivement, je trouve que sur la mise en scène, il y a pas mal de petites choses qui pêchent. On sent que on est sur un film, mine de rien, à petit budget, avec une caméra pas très, enfin avec une qualité pas tip top. Alors on a quand même des mouvements de caméra. On sent que qu'il y a un petit peu d'argent qui a été mis sur d'autres choses. Pas les bonnes pour moi d'un point de vue technique, mais ça m'a pas empêché de profiter de ce film et de trouver qu'il y avait d'excellentes petites touches par-ci par-là. On a quand même aussi d'excellents acteurs, des gens qui sont connus, acteurs et actrices qui sont connus pour d'autres choses. Je ne suis plus capable de citer les noms de suite, mais les cinéphiles les reconnaîtront dès les premières images. Voilà, pour moi, à tout point de vue, ça restera un excellent film. C'est vrai que moi aussi, c'est pareil, j'ai un peu ce rapport-là avec ce film-là que j'avais un peu découvert il y a quelques années maintenant, on me l'avait conseillé. Donc un peu, moi, j'ai justement connu par cet effet un peu bouche-à-oreille. Et c'est un film que j'ai aussi beaucoup aimé lors de mon premier visionnage. C'est vrai que c'est vraiment, ça nous invite vraiment à faire une expérience de pensée. Ça nous invite vraiment à nous réinterroger. Ça nous interroge nous-mêmes aussi sur notre positionnement par rapport à cette affirmation qui est quand même complexe à prouver ou à affirmer, comme le dit un des personnages. Et pour le coup, c'est vraiment un film que moi j'aime beaucoup et que je revois forcément avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai, effectivement, comme tu le dis, il y a des problèmes techniques. Il y a une mise en scène qui est aussi, je l'accorde aussi, qui est vraiment pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de choses qui, à mon sens, font vraiment sens pour le coup dans cette mise en scène qui est plutôt plate, très, mais ça on y reviendra peut-être un petit peu plus par la suite. Mais globalement, voilà, c'est vraiment un film de huis clos où plutôt c'est vraiment ça, c'est vraiment les conversations qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin du film avec une révélation que un coup on peut trouver intéressante et peut-être la fois d'après, étant donné qu'on est déjà au courant, elle peut paraître un petit peu plus fade, un petit peu plus téléphoné. Bon, ça, je pense qu'à chacun verra midi à sa porte par rapport à ça. Si c'est faux. Est-ce que un avis par rapport au film? Non, toujours non, moi. Non, bah si, bien sûr. Alors, ce film-là, déjà, moi, j'ai vu 4 fois. Donc, alors, les 2 premières fois que je la vois, je suis pas du tout sceptique. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. On m'a dit, il faut que tu regardes ce film, il est génial. Bon, bah, ok, pas de souci. Et je suis très, très vite prise dans le film parce que bah, déjà, c'est un huis clos. Et, moi, en tant que grande fan de théâtre, genre, je l'ai même pratiqué pendant 3, presque même 4 années. Tout de suite, rien que ça m'emballe. Et je quitte le film en me disant, mais c'est génial, cette fin, elle est géniale. Et puis eux, là, ils sont méchants. Il faut pas critiquer les gens comme ça, c'est pas bien. Enfin, j'ai ma première, ma première façon de voir le film, elle a quelque part été assez naïve parce que je suis passée à côté de beaucoup de choses. Et quand je le regarde, bah, du coup 2 autres fois, une fois en français, une fois en anglais pour Cinétique, je ressors du film, la première chose que je me dis, c'est en fait, ça m'a fait me poser des questions sur moi avant, quoi. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu ce côté sceptique? La diversité des réactions, la diversité des arguments, ce genre de choses-là. Le fait que, ben, comment le film est construit, plus on avance, plus il y a de tension, plus on est dans une certaine intimité. Voilà, il y avait beaucoup de choses que j'ai pas vues, donc bah, le revoir pour Cinétique, ça c'est carrément une 2e lecture, avec un changement d'opinion quand même sur la fin, qui me laisse, un peu plus, sceptique, on va dire, sur la façon d'aborder la fin que la première fois que je le vois. Mais en tout cas, ouais, ce film, moi, c'est dans mon top 3 des meilleurs films, du monde, quoi. Je le dis franchement. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que je le considère, enfin, personnellement, je le considère comme un des meilleurs films, on va dire, sur le scepticisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence cette émission sur ce film-là, qui me paraît, enfin, qui nous a paru être un des très bons représentants de ce qu'on
ce qu'on pourrait un peu théoriser comme étant un film sceptique, ce à quoi aussi sert cette émission, c'est-à-dire d'essayer de créer un peu une cinéphilie autour de certains films qui promeuvent un peu ces valeurs. Et toi alors, Adeline? Alors, je vous rejoins sur sur l'approche du scepticisme. Ce film est très intéressant. Après, sur le côté cinématographique, je suis beaucoup plus perplexe que vous tous, je crois. Moi, j'ai vu ce film pour le podcast, je le connaissais pas. Et il me laisse un espèce de goût amer parce que il y a des rebondissements scénaristiques que je trouve un peu too much, on va dire. Néanmoins, ça reste un film très intéressant. Il y a une belle promesse de départ. Hélas, je trouve que ça se dissipe au fil du film et la fin ne me satisfait pas du tout. Après, j'ai aimé retrouver des acteurs phares des années 90, notamment Tony Todd qui joue Dan, l'anthropologue, qui est juste Candyman, pour ceux qui connaissent. Candyman, film d'horreur culte des années 90. On a également Helen Crawford, qui était une actrice phare de la série Urgence. Donc ça fait plaisir de voir ces acteurs-là. Ça, je crois que c'est plutôt des acteurs qui jouent à la télévision, je crois. Moi, c'est vrai que j'en connais aucun pour le coup. C'est Hélène Crawford, elle a aussi fait, elle est aussi passée dans Desperate Housewives et dans beaucoup d'autres séries phares de l'époque. Tout à fait, oui. C'est quoi, il y a 10-15 ans. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a vraiment un côté too much. Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai notés. Il y a vraiment des réactions dans le film qui sont un peu à mourir de rire et qui nous font un petit peu, quelquefois, sortir du truc. Il y en a deux, notamment, enfin, c'est vraiment des remarques débiles qui arrivent comme ça en plein milieu du film, où notamment l'étudiante qui est censée être une étudiante en université, quand même, à un bon niveau, quoi, qui, quand même, va demander à quelqu'un qui a potentiellement vécu 14 000 ans, un homme des cavernes, si, quand même, il a connu les dinosaures, quoi. Alors, il y a deux, trois trucs complètement débiles dans le film, comme ça, qui nous font un peu sortir du film. Est-ce que c'est pas un peu là aussi pour couper un peu la tension, respirer un peu? Oui, elle joue clairement le rôle de la naïve, en plus, cette étudiante, un personnage très cliché. Bon, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle est bienveillante dans son approche, mais elle boit ses paroles sans jamais les discuter. C'est même, je pense, la seule qui prendra jamais position dans le doute, en fait, par rapport à ce que dit John Oldman tout au long du film, en fait. Elle est fascinée par le truc, elle y croit dès le début. Il y a l'autre personnage dont j'ai oublié le nom, mais je crois que son métier n'est pas avancé dans le film, donc c'est celle qui est plutôt la compagne de John Oldman, qui, pareil, ne prend pas du tout part finalement à la conversation. Et elle, c'est vraiment un personnage pour le coup qui sert vraiment plutôt à ses instants de pause. C'est vrai que le film est un peu construit comme ça, c'est-à-dire qu'on a une phase en fait un peu de discussion dans un premier temps, et ensuite ces phases de discussion vont être entrecoupées de scènes, et notamment c'est des scènes où généralement on va aller plutôt vers l'extérieur. En fait, on va un peu avec les personnages respirer un peu, se dire on va se détendre, on va un peu arrêter la réflexion avant de la reprendre quelques minutes après. Et c'est vrai que ce personnage-là sert un peu plutôt de respiration en fait dans la discussion, puisqu'elle ne prend absolument pas part à la discussion. Oui, c'est vrai. Alors visiblement, Sandy, elle est historienne. Ah, elle est historienne aussi. Et plus ou moins, elle serait un peu l'assistante de John. En fait, c'est vrai que quand tu l'as rappelé là tout à l'heure, Geoffrey, par rapport à Edith, tu as dit qu'elle est historienne de l'art. C'est vrai que moi, j'ai pas fait vraiment attention. Ça fait plusieurs fois que je vois le film. Donc là, j'ai fait bien attention au rôle de chacun. Et c'est vrai qu'il y a un moment, alors je sais plus c'est lequel des personnages, et je crois que c'est Harry qui dit ça. Tu as réussi en parlant à John Oldman, tu as réussi à moucher 4 scientifiques. Alors c'est pour ça que moi ça me semblait étonnant pour le coup. Je me suis dit, ah ben voilà, il y a 4 scientifiques, donc il y a l'archéologue, l'anthropologue, le biologiste et le psychologue. Et pour moi, pour le coup, vu que les métiers, j'ai l'impression, n'ont pas été avancés par rapport à Sandy et à Edith, je me suis dit que c'était pas forcément pour le coup ils n'avaient pas un métier de scientifique. Mais d'universitaire quand même. Mais d'universitaire. Voilà, oui. C'est affirmé dans le film, je me rappelle plus de ça. Je pense que c'est parce que c'est sciences humaines et que c'est un peu le côté sciences dures, sciences... Je pense que c'est pour ça qu'ils disent 4 scientifiques, mais au final... Ah ben pas forcément, puisqu'ils comptent le psychologue, du coup, dans les personnes de sciences. Donc, Sachant qu'il y a les sciences dures, il y a les sciences molles et il y a les sciences demi-molles dont fait partie la psychologie, pour le coup. Donc voilà, ça dépend vraiment des conceptions de chacun. Okay. Après, moi, il y a un petit truc qui m'a un petit peu gênée dans ce film-là, c'est qu'au niveau des femmes, on a une étudiante naïve, on a Edith, qui est la croyante... qui est croyante, quoi. Et puis, donc, on a Sandy, voilà, qui dit pas grand-chose au final. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a 3 femmes. elle est amoureuse. Voilà, c'est le cliché de la fille amoureuse qui va défendre son mec.
Donc en fait, on a 3 femmes qui finalement vont pas vraiment être, là pour argumenter, pour discuter. Je trouve ça quelque part un peu sexiste. Vraiment Ouais. le fond de la discussion va se faire entre mecs, quoi. Ça m'a un peu chiffonné, j'avoue. De façon générale, moi je suis assez d'accord avec cette impression. C'est probablement lié au fait que le roman initial est quand même pas tout jeune non plus, et qu'il est à peu près dans l'air de son temps. Et il y a une question que moi je me suis posée, qui me semblait importante à aborder philosophiquement dans l'hypothèse de base, qui n'arrivera jamais, donc je peux vous le dire parce que c'est pas du spoil, c'est qu'à aucun moment donné, alors se posera la question du patriarcat quand même effectivement, et de savoir comment lui a évolué avec ça. Mais personne ne lui demande s'il a déjà tué, s'il a déjà été mauvais à une période de sa vie, genre presque volontairement, ou même pour protéger des proches. Et je trouve qu'il y a des trous comme ça, effectivement, dans la morale de ce qui a pu lui être posé. Peut-être que ça correspond aussi à ce qui, à l'époque, aurait pu être demandé, alors que tout le reste, effectivement, est assez en phase encore avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'état des connaissances actuelles. Il faut mettre les films dans leur contexte historique aussi, c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, mais enfin, sur le côté sexiste du film, c'est vrai qu'effectivement, il ressort énormément, et je pense que le réalisateur n'a pas du tout une réflexion là-dessus, c'est quelque chose qui lui échappe totalement. Enfin bon, je crois qu'Adeline reviendra un petit peu plus après sur un peu la carrière du réalisateur, si on peut appeler ça une carrière. Mais donc globalement, je pense qu'il n'y a pas du tout de réflexion là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est du sexisme ambiant, on va dire. Enfin, mais là où j'étais entièrement d'accord avec ce que tu disais, Geoffrey, c'est vrai que ce qui est passionnant dans ce film-là, c'est qu'on a quand même une théorie, enfin, on a une personne de 14 000 ans théoriquement de 14 000 ans, donc devant les yeux. Et c'est vrai que là où je pense que le film fonctionne bien, c'est qu'il nous happe parce qu'on a envie de lui poser tous ensemble des tonnes de questions, on a envie de participer au débat, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est génial avec ce film-là, c'est que voilà, il y a un homme de 14 000 ans, on a envie de lui poser toutes ces questions-là. Est-ce que tu as tué? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as rencontré machin? Où est-ce que tu étais à cette époque-là, à ce moment-là? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as fait au moment, par exemple, de la peste? Qu'est-ce que c'est évoqué un petit peu? Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et c'est vrai que, bon, moi, en plus, bon, j'ai le côté très historien qui ressort à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est une mine d'or, ce mec, en fait, pour un historien. C'est-à-dire, voilà, au niveau, on abandonne un peu les sources, puis on va y demander directement. Bon, bien sûr, je grossis le resserrement le trait, mais c'est vrai que si on avait une personne qui était à 14 000 ans, je pense que n'importe qui aurait envie de lui poser des tonnes et des tonnes de questions. Justement, par rapport à ce que tu dis, je trouve que ce qui est extrêmement bien fait dans ce film, c'est que les personnages posent les questions qu'on se pose à l'instant en même temps qu'eux, en tant que spectateur, et du coup les réponses, elles arrivent au moment à peu près où on se les pose, donc on évolue avec les personnages, avec leurs questions, on a à peu près les mêmes, et du coup je trouve que ce déroulé-là est très bien fait dans le film. Il y a une mine d'or pour les historiens, oui ou non, parce qu'il le dit lui-même à un moment, il y a beaucoup de choses dont il se rappelle pas. Voilà, je suis un homme à un lieu. J'ai pas, pour me tenir au courant, il faut que je lise. J'ai du mal à être au courant de tout ce qui se passe partout. Oui. Donc il a très certainement beaucoup de choses à apporter, mais de là à être une mine d'or, j'ai comme un doute. Rétrospectivement, la presse n'existe pour lui que depuis 400 ans, alors qu'il en a 14 000. Donc, la plus grande partie de sa vie, il a l'impression d'avoir toujours été au courant des choses en dernier et d'avoir découvert même plus tard que le reste de l'humanité. Et c'est ce en quoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Adeline sur le fait que c'est vrai qu'il y a des éléments qui paraissent un peu gros parce que on a plusieurs révélations qui arrivent au fur et à mesure et on se dit, bah, il a tout fait, il a tout vu. Qui viennent contredire justement le fait qu'il nous dit bah, je sais pas tout. Et en même temps, si on ramène ces quelque chose qui sont quand même effectivement une dimension carrément mythique par rapport à la fondation du monde moderne, ça représente peu de choses par rapport à l'ensemble des événements historiques qui se sont produits. Donc ça reste de l'ordre de l'acceptable pour un film à partir du moment où on accepte de suspendre un petit peu sa crédulité quand même parce que ça reste une fiction. Mais oui, pour ce qui est des petits trous, heu, en fait, dans ce film, on est en plein dans le problème de l'irréfutabilité, en fait. On n'a pas de preuves matérielles, on n'a pas de preuves, physiques. On donne la réponse à peu près à tout. Et c'est dit. Ouais, quelques petites incohérences quand même. Voilà, et je pense que c'est même, un des points centrales du film, en fait. Qu'est-ce qu'on fait face à ce genre d'arguments, ce genre d'hypothèses? Comment est-ce qu'on réagit à ça? Et d'ailleurs, il y a différentes réactions, hein. Il y a quelqu'un qui est assez provoquant, il y a Dan qui est plus dans l'écoute et les questions, dans quelque chose d'un peu, entretien épistémique. On a, le blond, aux cheveux longs, comment il s'appelle? Je sais plus. Arthur, ouais. L'archéologue. Voilà, qui est beaucoup dans la colère. On a Edith qui est, très, très émue sur la révélation faite à la fin et voilà, donc
Mais enfin, moi, une des choses vraiment que j'ai retenues, c'est ça, on est face à un argument irréfutable. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que chaque personnage va développer en fait une approche très très différente. Et ça qui est assez intéressant justement dans ce film-là, c'est on a des personnages qui sont des typologies. Déjà, ils sont des typologies, ils sont tous très différents. Ils ont tous une approche différente déjà en fonction de leur milieu d'appartenance au niveau universitaire et en plus de ça, au niveau de leur personnalité. Et c'est aussi cette approche-là qui est assez intéressante à voir, c'est comment à la fois ils vont faire correspondre à la fois leurs recherches et leur personnalité pour essayer de répondre à cette question-là, est-ce qu'il peut exister un homme de 14 000 ans et qu'est-ce que ça remet en cause pour moi? Pour certaines personnes, pour Dan, par exemple, qui est anthropologue, ça serait une énorme découverte, donc il a quelque part envie d'y croire aussi. Pour le biologiste aussi, qui est techniquement lui qui avance l'hypothèse que ce serait une reconstruction cellulaire parfaite. Donc ça envisage des super perspectives pour ses recherches. Par contre, oui, Arthur, qui est en archéologie, mais lui n'a pas du tout envie d'y croire. Et encore pire pour Edith, parce que ça remet en question sa religion pour le coup. Et Will Gruber, donc le psychologue, qui lui va plutôt avoir la tendance à adopter l'approche psychologique, voire psychanalytique aussi à certains moments, parce que ça parle pas mal de Freud aussi, pour justement essayer d'analyser. Donc pour lui, il ne peut qu'avoir tort. Il est pas vraiment dans la recherche au niveau des arguments, il va être plutôt dans la recherche au niveau du comportement de John. Oui, c'est un détail qui m'a un petit peu gêné moi d'ailleurs parce que, alors effectivement, lui, il est provoquant aussi à sa façon en essayant effectivement de trouver l'incohérence dans l'histoire du point de vue du comportement qui ferait que si effectivement il dit la vérité, eh ben, il le pousse dans ses retranchements pour voir comment il réagit, il teste son comportement vis-à-vis de ça, et en même temps il le fait en passant à travers une multitude de théories possibles, et on comprend jamais vraiment ce personnage, ce qu'il est, puisqu'il est dit une fois qu'il est psychiatre, une fois qu'il est psychologue, et qu'en même temps il nous parle de psychanalyse, donc ça m'a un petit peu embrouillé quand même. Oui, moi aussi. Il y a même un autre truc aussi, je crois, parce que moi, je l'avais vu pas mal en VF au début. Là, je l'ai vu pour le besoin du podcast en sous-titré. J'insiste pour les personnes qui vont le regarder, que ce soit la VF ou que ce soit les sous-titres, c'est souvent mal traduit. Enfin, il y a des choses qui pêchent énormément. Je pense que ça vient du fait que, comme on a dit, le film n'a pas beaucoup de budget. Mais il dit aussi à un moment, moi j'ai entendu dire, je suis physicien. Donc, là, Ouais, c'était ça. Ouais, vous attestez, on est d'accord, il a bien dit ça à un moment. Oui, oui. Il est dit qu'il est psychologue et psychiatre, et ensuite il dit qu'il est physicien. Mais je suis pas sûre qu'en anglais, physicien, ce soit la même chose qu'en français. Je pense que c'est plus docteur, un truc comme ça. Ouais, mais du coup, effectivement, c'est mal traduit. Et c'est praticien, en fait, pour être exact, le mot physiciste qu'il emploie dans ce contexte-là. Et le sous-titre, lui, effectivement, français, traduit physicien, ce qui est une erreur de traduction. Et c'est pas la seule. En tout cas, en parlant un peu des erreurs de ce film, je crois que pour le coup, Adeline, t'avais envie de parler un petit peu plus aussi de cette forme, enfin de la forme qu'adopte le film justement pour adapter un peu cette histoire. Parce que là, on vient de parler un peu du scénario, et puis globalement, je pense qu'on est tous globalement d'accord pour dire que le scénario est plutôt pas trop mal ficelé, parce que c'est un scénario de Jean Bisbee, donc j'ai oublié de le dire un peu au début, qui lui est un des scénaristes, je crois, de la série Star Trek. J'ai pas trop non plus regardé sa filmographie, sa filmographie au niveau des scénarios, mais globalement, ça a l'air d'être bon. C'est un scénario qui a l'air globalement solide. Par contre, la mise en scène est de Richard Shankman, donc qui est un réalisateur qui est très très peu connu pour le coup. Il a fait que ce film-là qui est connu, en tout cas en France. Est-ce que toi, tu as creusé peut-être un petit peu plus de ce côté-là? Alors, moi, j'ai pas trop creusé du côté du réalisateur, parce que c'est un réalisateur de seconde zone. Il n'a pas fait grand-chose à part les 2 films sur The Man from Earth. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait à creuser de ce côté-là. Mais j'ai quand même... Je crois bien qu'il a fait quelques films de pornographie dans les années 90, on en a parlé tout à l'heure. Il a fait des documentaires pour la télévision. Enfin, rien de très exceptionnel et d'artistique au final. Il n'aurait pas fait du téléfilm aussi. Ouais, des choses un peu comme ça. Hein. Et je crois des making-of de DVD, etc. Enfin, vraiment des trucs. Ouais. Ça va pas chercher la mise en scène très très loin. Mais ouais, sur cet aspect-là, mise en scène, c'est vrai que moi, en tout cas, je la considère, de mon point de vue, j'ai toujours considéré comme extrêmement pauvre cette mise en scène-là. Il y a ce truc aussi là de la musique.
qui moi je trouvais assez intéressant, puis c'est une musique qui va chercher plutôt du côté un peu plus primitif, entre gros guillemets, une musique assez simple, assez, je crois, au niveau des percussions, c'est des instruments à percussion, ces instruments avant, donc vraiment, je crois, je connais pas grand-chose en musique, mais je crois que c'est vraiment les premiers instruments qui ont été créés sont des instruments de percussion, et avant, qui rappellent un peu cette idée-là, donc de la préhistoire, qui se conjugue bien plutôt avec cette cabane, donc qui est en plein milieu des bois, en plein milieu de la nature, donc il n'y a absolument aucune vie aux alentours. En plus, le film est un huis clos, donc ne se déroule que dans cette maison. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs intéressants, mais globalement, la mise en scène est quand même extrêmement pauvre. Il ne dit pas grand-chose à mon sens. Tout à fait d'accord. Autant d'éléments qui d'ailleurs viennent probablement du scénario original aussi. Ah, ça, du coup, est-ce que ça vient de Bixby? Est-ce que ça vient du réal? Ça, je pourrais pas dire. Mais on a pas mal parlé du côté théâtral. Moi, j'ai remarqué exactement la même chose, c'est-à-dire que tout se passe à peu près dans la même pièce. Il y a beaucoup de dialogue, très peu d'action. Et finalement, ça se demandait si, en pièce de théâtre, ce sujet-là aurait pas été encore plus intéressant. C'est un huis clos, on l'a dit. Chaque personnage a un rôle bien défini, un statut. C'est presque comme si une discipline scientifique était personnifiée, à laquelle à chaque fois se confronte John, le biologiste, la biologie, si on veut parler comme ça, la biologie, l'histoire de l'art se confronte à cet individu qui dit avoir 14 000 ans. Les personnages sont plutôt statiques et assis en cercle. Et du coup, moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que, en fait, la mise en scène, elle nous propose basiquement de remonter dans le temps. C'est-à-dire comme si on allait progressivement d'une déposition de la modernité vers l'archaïsme, le primitivisme, du jour vers la nuit, puisque le film commence le jour et se termine la nuit, comme si ça faisait écho à un certain mysticisme, en fait, comme si on allait au retour aux origines. À savoir qu'au début du film, ils boivent des bières, du whisky, ils utilisent un micro-ondes, les téléphones, ils mangent des snacks, et ensuite ils se rassemblent autour de la cheminée qui, petit à petit, devient la seule source de lumière, où les personnages sont éclairés en clair-obscur, et la seule source de chaleur, ce qui peut faire référence peut-être à l'ère glaciaire. Donc plus on avance dans le film, et plus on va vers un épurement de l'espace. Donc moi j'y vois une volonté de retour aux origines, et aussi celle du théâtre primitif, parce que le théâtre à la base vient du rite, de la transmission orale, etc. Et c'est aussi un retour à celle de l'homme avec un grand H, quoi. C'est comme si cette mise en scène voulait faire un espèce de globalisation, ou raconter quelque chose sur l'espèce humaine, en fait. Et tout le monde se rassemble autour du feu, comme on le fait depuis la nuit des temps, pour se raconter des trucs. Le feu, John, il dit que ça le rassure, hein. Et c'est également le début du deuxième film, hein, un gros plan sur la cheminée en pierre. Cheminée en pierre, âge de pierre, bon, c'est un peu basique de dire ça, mais je crois que c'est un peu ça ce qu'il voulait faire le réalisateur. Et Vivien, tu parlais de la musique, effectivement. Et là, je vais commencer à spoiler, si vous êtes d'accord. Oui, je pense qu'on peut commencer à spoiler, effectivement, c'est vrai. Ouais. Allez, c'est parti, on spoil comme des porcs. Ok. Alors à la fin, il meurt, voilà, excusez-moi. Il y a une musique qui commence au moment où il balance sur Christophe Colomb. Le mec arrive et il balance, il dit « Moi, j'ai voyagé avec Christophe Colomb ». Et là, à ce moment-là, il y a effectivement une musique de percussion, style folklorique du fond des âges, qui débarque. Et il y aura un peu cette même idée quand John annoncera qu'il est Jésus. Tout d'un coup, il y aura une musique, une espèce de chœur monacal, grégorien, qui vient comme ça en sous-ondes. Mais la mise en scène, quoi qu'il arrive, à chaque fois, ne fait qu'appuyer le propos. Elle n'offre rien en ouverture ou en contre par rapport au propos et à la thèse énoncée par John. Et donc, plus on va dans le film, et plus l'espace s'épure, donc comme pour retourner à une époque primitive, et on enlève carrément les meubles. Les déménageurs arrivent, ils enlèvent les meubles, ils enlèvent tout ce qui est à peu près moderne, sauf le canapé pour que les gens puissent encore s'asseoir. Et tout le monde se recentre autour du feu pour écouter les paroles sacrées de John. En même temps que l'espace se vide, moi j'ai l'impression aussi que le discernement et la rigueur scientifique s'estompent au fur et à mesure des révélations.
Mais il y a toujours une espèce de tension entre garder son esprit critique et en même temps cette forte envie d'être au coin du feu et d'entendre l'histoire comme qu'on nous raconte, quoi. C'est un peu résumé par ce que dit Dan, c'est-à-dire on peut pas improuver ce qu'il dit et il peut pas prouver ce qu'il dit, donc on peut juste l'écouter sans prendre parti. Et comme il dit à la fin, il s'est bien impliqué aussi dans l'histoire, et à la fin, il finit par dire c'était quand même une belle histoire. C'est alors que ça l'a Pleine de travaillé possibilités. énormément. Et avec beaucoup de possibilités, c'est vrai. Ouais. Donc, tout ça se coupe subitement quand Will rallume cette lumière que tout le monde avait oublié, hein, la lumière électrique, et on revient à ce moment-là à la réalité et au présent. C'est ce que j'avais à dire sur la guerre du Vietnam. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ton analyse de bout en bout. Ce qui, pour mémoire d'auditeur, n'a pas été le cas sur les premières émissions de test que nous avions faites. Je suis donc très content. Parce que c'est vrai que c'est. Alors pour moi, c'est littéralement l'obscurantisme qui progresse, cette lumière qui petit à petit s'amenuise et on se finit par se retrouver au coin du feu. On laisse de côté la rigueur scientifique, pour le pire comme pour le meilleur, parce qu'effectivement, ça veut dire que l'histoire devient un peu plus une histoire, et qu'en même temps, j'ai trouvé que certains laissaient de côté leur rigueur scientifique, alors que certains des arguments qui leur sont opposés seraient réfutables, et qu'en fait, ils ne prennent pas forcément la peine euh, d'aller chercher à les réfuter et du coup, si il devait s'avérer vrai et tenir, à accepter l'idée. C'est en fait, il y a un moment donné où la réactance démarre. C'est le moment où Dan, je crois, l'archéologue, commence Arthur. à s'énerver. Arthur, pardon. Et à partir du moment où on est rentré dans la réactance, on sait qu'effectivement, il va être beaucoup plus difficile pour n'importe qui d'accepter l'hypothèse et que la seule chose qui permettrait d'arriver là, ce serait une preuve. Et c'est dit dès le départ aussi, il n'y a pas d'artefact en fait qui était ramené. Et même s'il y avait des artefacts qui l'étaient, bah, un artefact en soi n'est pas une preuve, il a pu être acheté dans une brocante. Et c'est une des choses qui vont nous faire dire, bah, ok, c'est pas possible d'avoir des preuves, donc prenons les choses pour ce qu'elles sont, des histoires. Et ça, c'est super intéressant. En plus, ce truc avec le silex, parce que effectivement, il y a au début du film plusieurs éléments, on va dire plutôt faisceaux d'indices entre guillemets, qui indiquent que lui, il serait effectivement quelqu'un, enfin disons voilà, des indices qui seraient concordants. Donc, il y a par exemple le fait qu'il n'a pas pris une ride en 10 ans. Ça, c'est le premier truc qui est montré, c'est-à-dire qu'il n'a apparemment pas vieilli en 10 ans. En tout cas, c'est pas perceptible. Bon, ça aussi, ça remet en cause, hein. Généralement, quand on vit pendant 10 ans avec les personnes, on ne les voit pas vieillir. Il y a aussi le fait qu'il aime la chasse, qu'il aime chasser le gibier, qu'il aime manger. Enfin, ça, on le voit avec l'arc, par exemple, au début. Il y a le Van Gogh. Donc, le Van Gogh, qui, pour l'historienne de l'art, est un véritable, qui a l'air d'être un véritable Van Gogh, donc qui lui demande de l'authentifier, alors que lui, il le veut absolument pas, parce que l'argent de Sylvie ne m'intéresse pas. Et il y a ce coup-là du silex. Et c'est vrai que le silex, c'est intéressant, parce que là où il est au moment où ils abordent la question du silex, c'est le moment où il a l'air de. Tous les éléments ont l'air d'aller dans le sens de son histoire, et tout d'un coup, donc c'est Dan qui lui pose la question du silex, et il fait: et ce silex-là, c'est quelque chose que tu as ramené? Et là, il fait: mais non, pas du tout, ça je l'ai acheté, c'est dans une brocante. Et là, c'est le moment où on se dit: ah bah ouais, mais en fait, il va pas prendre tous les éléments qui vont dans son sens, il va aussi faire l'inverse et en plus sortir des arguments qui sont assez intéressants, c'est-à-dire cet argument-là du stylo, c'est-à-dire que est-ce que nous, si on vivait 14 000 ans, est-ce qu'on aurait gardé un stylo de bic là avec nous pour se dire que dans 14 000 ans, on pourrait le montrer aux gens. Donc il y a quand même des arguments et il y a des échanges qui sont extrêmement intéressants par rapport à ça. C'est-à-dire, effectivement, ce ne sont pas des preuves, mais il y a ces réponses-là, des fois, qui pourraient paraître évidentes, mais ne le sont pas non plus. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez frappée quand je revois le film. C'est quand John est forcé d'admettre qu'il a menti, que c'est un bobard. Bah, finalement, tout ce qu'il va donner comme explication pour justifier son bobard, c'est totalement crédible. C'est-à-dire quand il explique que bah, tu m'as donné l'idée, toi, avec le faux Van Gogh, toi, avec le silex, toi, en m'offrant ton dernier livre d'histoire, etc. Quelque part, même, bah, moi, je me rappelle à la première fois que je vois le film, je me dis, ah mais non, mais en fait, c'est ça. En fait, il n'a pas du tout 14 000 ans. C'est logique, ça tombe sous le sens ce qu'il nous dit là, par rapport à tout ce qu'il nous dit depuis le début du film. Or, on est face à une hypothèse totalement fausse, qu'on arrive mieux à justifier que la bonne hypothèse, c'est-à-dire il a 14 000 ans. Et ben la première fois que je l'ai vu, moi j'ai eu le réflexe inverse, c'est-à-dire que
j'ai compris au jeu de l'acteur, et je trouve que c'était bien fait du coup, qu'en fait, il faisait ça pour les ménager, parce que en soi, cet élément justement du tableau fait partie des rares éléments de preuve qui pourraient être apporter un peu de crédit à son histoire, parce que ça justifierait pas qu'il a 14 000 ans, mais il suffit qu'effectivement on authentifie le Van Gogh pour que derrière on puisse se dire ah mais en fait ça veut dire que du coup si c'est vraiment un vrai Van Gogh, il s'en est pas servi pour inventer l'histoire. Ça veut peut-être dire que donc au moins le moment où il nous a dit qu'il racontait n'importe quoi, c'était juste un mensonge aussi. C'est ça, ouais. Voilà. À aucun moment, je pense que le mec raconte des conneries. C'est quand même assez bien fait aussi finalement, on y croit bien. Après, quand le film avance et continue, quand il explique comment elle s'appelle? J'ai encore oublié son prénom. Sandy? Voilà, quand il lui explique, enfin, quand elle dit non, mais tu mens, en fait, si t'as bien 14 000 ans, je comprends bien que je me suis plantée. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est tellement, enfin, moi, quand il explique qu'en fait, il a menti et pourquoi il l'a fait et d'où il a eu les idées, moi, au premier visionnage, je m'étais dit, bah, c'est beaucoup plus logique, en fait. Après, j'avais pas l'esprit critique que j'ai aujourd'hui non plus, hein. Donc, il y avait beaucoup de choses que j'avais ratées dans le film, hein, comme je l'ai dit au début. Quand le biologiste lui demande de venir dans son labo faire des tests, John répond juste ah non, j'aime pas faire des tests, et puis j'ai peur de rester bloqué pendant 1000 ans là-bas à me faire décortiquer. Et puis voilà, c'est juste esquivé comme ça et on lui demande pas plus. Et un petit argument anti-scientifique, c'est-à-dire voir vraiment les scientifiques. C'est drôle par quelqu'un qui est avec des scientifiques, de voir les scientifiques comme encore avec les gens avec les blouses blanches, enfermer des gens dans des cages, quoi. Ça, c'est vraiment très, très anti-scientifique. Ça fait partie un petit peu aussi, je pense, des remarques. Alors, pour le coup, qui font douter, effectivement, je pense qu'elle est là, l'intelligence de cette remarque-là. Par contre, elle participe aussi un peu des gros, de certains gros préjugés, enfin, en tout cas stéréotypes qu'il y a dans le film, comme ce que j'ai parlé tout à l'heure avec les dinosaures, ou encore mieux avec les hommes préhistoriques qui traînaient les femmes par les cheveux, etc. Enfin, il va partir un peu de cet ordre-là. Mais effectivement, ouais. Ouais, le préjugé. Et il joue très bien dessus finalement. Moi, j'ai pas trouvé ça gros parce qu'au contraire, justement, comme tout est vu de son prisme à lui, en tant que personnage cohérent qui s'inventerait une histoire, ben, si tu as 14 000 ans et que tu as été persécuté parce que ta première tribu a cru que tu volais leurs âmes pour rester jeune, tu as une angoisse, je pense, inaltérable en fait de tout ce qui va chercher à te comprendre et à t'analyser, et tu vas chercher à fuir ça. Donc en fait, il a effectivement, lui, développé un délire paranoïaque de tout ce qui va être analyse de sa propre personne, alors que lui-même est un homme de science. Il est possible aussi qu'au fil du temps, il ait vu des choses horribles, hein. Exactement. Ouais. Ne serait-ce que pour être dans les choses les plus récentes, ce qui s'est passé au niveau test scientifique pendant la période nazie. Ouais, par exemple. C'est vrai qu'on parle pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale à aucun moment. La remarque, ça fait du bien parce que. Si ça se trouve, c'était Hitler, hein. Ça aurait été mieux, là. Ah ouais, ça aurait été. Ah bah non, mais c'est ça qu'ils auraient dû développer dans le deuxième film, en fait. Ça aurait été mieux que la deuxième version qu'ils ont pondue, tu sais. En fait, Jésus, c'est Hitler, voilà. Il est très touchant, il est vraiment très touchant, John. On sent qu'il est sincère. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu agacé au début du film, c'est ils insistent un petit peu quand même pour savoir ce qui se passe. Ils insistent pas mal même d'ailleurs pour savoir ce qui se passe. Et puis quand John finit par leur expliquer, après ils vont lui reprocher. Oui, mais pourquoi tu nous racontes ça? Mais pourquoi tu fais ça? Mais vous l'avez demandé, les gars. Vous avez insisté beaucoup pour avoir les réponses. Et maintenant, les réponses ne vous plaisent pas et vous vous braquez. C'est quelque chose d'assez classique, hein. On a tous déjà rencontré des gens qui sont braqués quand on leur a dit certaines réalités. J'ai moi-même vécu ça avec certaines fake med ou des choses Il comme y a ça. quand même peu de personnes qui ont dit être Jésus face à des croyants. Bon, il y en a, hein, mais là, avec quelqu'un qui a l'air sain d'esprit, disons. Avec quelqu'un qui a l'air sain d'esprit. Ouais, mais ça, c'est la révélation de la fin. C'est complètement autre chose. Moi, j'avais pas vu venir d'ailleurs, hein. J'étais je fais, mais c'est génial. Ah, mais c'est drôle parce que moi, je me rappelle exactement de ma réaction à ce moment-là, où il commence à aborder cette question-là. Et puis j'étais, non, ils vont pas faire ça. Non, ils vont, ah, mais si, ils le font. Genre, le mec, c'est Jésus. Ok. Moi, j'en avais besoin.
J'avais besoin qu'il fasse un truc trop gros pour être vrai comme ça, parce qu'il fallait que ça donne un enjeu, un véritable intérêt au film, et que quand même, tu vois, il l'aborde avec modestie, il dit non, mais ça a été grossi, comprenez, j'étais pas si génial, forcément, voilà. Bon, c'était quand même sympa, voilà. Ouais, c'est ça. Ah, il est quand même très très dur envers les mythes qui ont été créés sur Jésus ou les religions en général, ou ce qui a été fait avec la religion, au nom de la religion, pour la religion. Il mâche pas forcément Ouais, ses mots sur la fin. Et ça, et ça exactement. c'est vraiment, ça pour le coup, c'est dans un film américain, c'est quand même assez, faut le noter, ça, parce que bah, dans le cinéma américain, le rapport à la religion, c'est sacré, quoi. C'est, en tout cas, pour une grosse partie de la filmographie américaine. Là, on est quand même sur un film qui fait ouvertement du blasphème et, et qui, justement, développe un discours à travers ça, à travers la remise en cause, effectivement, des religions. C'est quand même assez rare dans des films, hein, de faire ça. La plupart des films essaient de, justement pas se frotter à ces questions-là, justement, pour éviter d'avoir des problèmes de censure ou des problèmes de ce qu'on appelle de troubles à l'ordre public. Voilà, quoi. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut remarquer au film, c'est que là-dedans, il y va, et il y va quand même globalement à fond, quoi. Et si c'est un truc qui peut paraître grossier, c'est un truc aussi qui peut être potentiellement qui fait du bien à entendre. Ça change aussi un peu, quoi. Bah, ça semble grossier. Enfin, à un moment, quand on a vécu 14 000 ans, est-ce que c'est si improbable que ça qu'on ait été Jésus Pas faux. ou Einstein ou quelqu'un d'autre, quoi? Ou au moins une figure historique, ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Les probabilités. Ouais, c'est ça. Et il dit j'ai eu des châteaux, des choses comme ça. Donc il y a eu aussi des périodes où il a été visiblement une personne importante, une personne avec de l'argent. Donc, Disciple de Bouddha, hein, pas Bouddha lui-même, donc ça fait une grosse différence quand même, parce que il y a plusieurs moments comme ça où on dit bon voilà, il a été pote avec Van Gogh, il a connu Colomb. Je suis pas sûr ce qu'il ait dit qu'il voyage avec lui, parce que si c'est le cas, c'est effectivement une incohérence, ou bon pas forcément, mais parce qu'il dit par contre n'être arrivé aux États-Unis que en 1880, je crois, quelque chose comme ça, ou assez tard en tout cas. Il a dit qu'il a fait le voyage avec Colomb, mais après, ça n'empêche pas qu'il a pu revenir. La plupart des marins étaient revenus, hein. Ouais, effectivement. Oui, il dit qu'il voyage avec Colomb. Hmm. Moi, je sais pas statistiquement si c'est probable que le mec ait connu Colomb, ait connu Van Gogh. Et ça veut dire qu'il a quand même été à plein d'endroits différents. Sur le nombre de personnes dans la population et le nombre d'années, etc., je trouve ça quand même assez incroyable. Pour le coup, avec 14 000 ans, il a un bagage culturel énorme, c'est-à-dire qu'il a accumulé une certaine forme de connaissances, il a quelque chose qui lui permet de se distinguer au sein de la population, qui peut lui permettre de se faire remarquer extrêmement facilement. Et je pense que bah, dans des secteurs de l'intelligentsia, où c'est généralement de là que sortent les personnes les plus connues, parce qu'ils ont laissé des choses derrière eux, c'est pas si étonnant que ça qu'il ait pu fréquenter des gens de ce milieu-là, pour le coup, qui sont souvent des milieux d'ailleurs assez fermés, et puis en plus à une époque où il y avait quand même aussi beaucoup moins de monde sur la Terre, etc. Et en plus dans certaines parties du monde, on parle un petit peu de l'Inde avec Bouddha, mais apparemment il n'y a pas été très très longtemps, mais on ne parle pas du tout de la Chine, on parle pas du tout, enfin l'Asie globalement est complètement oubliée, donc on est vraiment sur une sphère très européenne, très occidentale finalement. Moi ça me paraît personnellement pas étonnant en fait, notamment avec cet argument-là du fait qu'il a accumulé quoi, une connaissance sociale assez énorme, enfin une connaissance en général en fait assez gigantesque. moi, là, j'ai 34 ans. J'en ai croisé des stars, hein, en seulement 34 ans. Et t'ont pas donné des. Ouais, après des stars, il y en a plus aujourd'hui qu'à une époque. Et puis après. Et oui, effectivement. De façon générale, le rapport au pouvoir du personnage aurait pu être un peu plus approfondi, puisque finalement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il présente lui-même un petit peu sa phase Jésus, dont il nous explique d'ailleurs la traduction du nom et pourquoi, alors qu'il s'appelle John, et qu'il s'est toujours appelé John, il s'appelle Jésus pour certains maintenant. Mais il dit qu'en gros, il essaie de se rebeller et presque de monter en fait une armée et d'appeler à la rébellion contre Rome. Donc, et c'est d'ailleurs comme ça que certains historiens décrivent Jésus comme un, un chef de guerre en fait qui s'est rebellé à un moment donné. Et il nous dit aussi à un moment donné, j'ai eu des châteaux, j'ai eu de l'argent, ça ne m'intéresse plus. Donc il a été puissant et effectivement, ça paraît probable que sa situation lui ait permis de l'être et que par contre, bah, il passe par des phases, qu'il évolue aussi parce que sur 14 000 ans, tu es forcément un petit peu plus mature, mais je peux pas croire qu'il n'ait pas déprimé, qu'il n'ait pas voulu rentrer en retraite pendant des décennies derrière. Ne serait-ce que par exemple, un des moyens les plus simples qu'il aurait eu lui-même de tester pour savoir s'il était ou non un vampire, puisqu'il dit avoir eu
peur lui-même d'être ça et de vider les autres autour de lui de leur énergie vitale pour arriver lui-même à survivre, puisqu'il n'est pas exempt de croyances comme tout le monde, bah, c'est de partir s'isoler et de voir si effectivement tu vieillis toujours pas. C'est une bonne idée, ça. Mais, Très, très bonne je idée. suis en train de me faire une réflexion. Geoffrey, t'as dit qu'il était parti aux États-Unis à quelle époque? Je me rappelle plus. Alors je crois, je suis pas certain de la date, mais je pense qu'il dit 1880, il dit qu'il arrive avec des immigrés irlandais. 1890. Oui, Absolument. c'est ça. 90, voilà. Et Van Gogh, c'est pas un petit peu plus tard que ça? J'ai un doute. L'impressionnisme, c'est plus tard. Alors c'est effectivement début du 19e, alors il pourrait y avoir une incohérence là-dedans à vérifier. Soit une incohérence, soit c'est un vrai Van Gogh, mais qu'il n'a pas eu de Van Gogh directement. Ah ben non, il dit pas qu'il est parti justement aux États-Unis avec le Van Gogh sous le bras, ce qui collerait, je pense, dans les dates, effectivement, par rapport à la jeunesse de Van Gogh. Peut-être. Ça expliquerait aussi que c'est un Van Gogh qui n'est pas du tout connu pour le coup. Aussi. Alors justement, le Van Gogh, je ne sais pas si vous avez bien regardé le tableau, mais il est très moche. Mais ça, c'est un truc classique dans les films, c'est que les tableaux sont moches. Juste sur le tableau, ils se sont pas fait chier. Je suis désolée de parler ainsi, mais en fait, ils ont pris un Van Gogh existant. Ouais. Donc c'est un tableau qui décrit une scène champêtre avec une maison style mât provençal, voilà, avec un homme au premier plan qui cueille quelque chose. Le tableau original, c'est exactement la même chose, sauf que le mec est un peu plus loin dans l'image. Donc ils se sont vraiment pas embêtés sur ce tableau-là, ils ont pris un Van Gogh existant, ils ont juste déplacé le mec. Et le dessin, on dirait qu'ils ont demandé à un enfant de 5 ans de refaire le tableau. Donc il aurait mieux valu pas le montrer à l'écran. C'est très insultant pour les enfants de 5 ans. Non, mais c'est ouais. Ils auraient pas dû montrer le tableau. Juste par les paroles des autres, ça aurait suffi, quoi. Le montrer à l'écran, ça annule toute possibilité de. Ça marche pas, quoi. Alors quand tu connais Van Gogh, après quand tu connais pas Van Gogh, ça marche très bien. Parce que s'il l'avait pas montré, on aurait quand même voulu le voir. Et après, bon, bah, effectivement, je pense que ça aussi, ça va mettre. Bon, de toute façon, les tableaux dans les films sont. Moi, j'avais un prof, je me rappelle de ça pour le coup, un prof à l'université auquel on parlait des tableaux dans les films. Et lui, pour lui, il y avait une loi universelle pour le cinéma, c'est-à-dire que à part quelques exceptions, tous les tableaux qui sont dans les films sont des croûtes. C'est une loi de base. Mais bon, après, voilà. Après, ça aussi à mettre en lien avec le budget, je pense, extrêmement réduit du film. Mais sur le tableau de Van Gogh, il n'y a pas un truc qui vous a choqué? Ou le fait qu'il est super moche? Là-dessus. Si c'est un vrai Van Gogh, il le prend, il le balance comme ça dans la camionnette, là? Ah oui, si, c'est, ouais. Non, mais il suffit d'une petite. Une petite averse quand je viens de me prendre chez moi, là, effectivement, et le tableau, il n'existe plus. Hein. Artistique, évidemment. Personne ne met un Van Gogh dans un comme ça. Il accorde effectivement pas beaucoup d'importance à l'objet. Pourquoi il fait ça? Il y accorde de l'importance en tant que cadeau, quoi. Il se fout du tableau en lui-même, et puis c'est bien montré. Même avec des dessins de gamins, je le ferais pas. C'est quand même pour un cadeau, tu fais pas ça comme ça. Et Van Gogh est donc mort le 29 juillet 1890, donc ça colle parfaitement. Ah si, d'accord, c'est bien plus tôt. Il y a beaucoup de choses qui ont été, à mon avis, bien vérifiées, hein, quand même. C'est à ça que servent les cadres universitaires derrière, hein, qui viennent à chaque fois dire. Quand il parle des religions, d'ailleurs, il y a ce passage que j'ai trouvé extrêmement démonstratif, en fait, de l'ensemble du film et de la façon dont seront abordés les arguments. Le biologiste, qui est juif, a priori, dit moi j'ai été élevé à la Torah, j'ai ma fille qui est sontologue, tel machin qui est chrétien, etc. L'autre avec le Coran. Et ça ne nous empêche pas d'arriver à vivre en bonne intelligence. On pourrait créer une guerre sainte dans mon salon. C'est ça, ouais. J'adore cette phrase. Elle est géniale. Il vient en plus apporter l'idée qu'on peut être à la fois scientifique et croyant, et que c'est pas forcément en opposition, qu'on peut être ouvert à tout aussi. Et juste avant ça, ils ont parlé du fait que plusieurs histoires, en fait, des mythes chrétiens sont basés sur des mythes sumériens, sur des mythes qui viennent de différentes cultures, en fait, et qui ont apporté à ça que Jésus lui-même ressemble fort à un personnage de la mythologie grecque, et que tout ça, en fait, sont des mythes qu'on va retrouver à différentes histoires du monde, et que ça n'empêche pas les gens d'adhérer plus à un dogme qu'à un autre, quoi. Voilà. Donc, tout tient, je trouve, sur comment ils amènent historiquement, en fait, tout ce qui a construit une croyance à être à la base un fait historique. Même le fait qu'il soit supposément un vampire et donc à l'origine du vampire, ça vient
Ouais. Ça vient appuyer ça, quoi. C'est le premier argument d'ailleurs. C'est ça. Comment se créer un mythe et puis ensuite comment il se développe, quoi. D'autant qu'au départ, bah, il y avait pas les bouquins et même les bouquins disent pas forcément la vérité, donc Ce que j'aime bien aussi par rapport à comment ça s'appelle la religion, c'est la question aussi du cherry picking, notamment de Edith, c'est-à-dire on dit bah, ouais mais ça c'est marqué dans la Bible, ouais mais ça on sait très bien que c'est faux, mais ça c'est vrai. Et c'est quand même assez drôle cette manière de justement piocher dans la religion uniquement ce qui va dans notre sens, etc. Et de pas prendre le truc dans son entièreté. Et je crois que, je sais pas si c'est faux, si tu avais des trucs peut-être à approfondir sur cette question-là, peut-être des biais ou des biais des personnages peut-être ou dans l'argumentation qui est apportée durant le film. Alors, un des premiers trucs que j'avais noté, c'est les nuances. Par exemple, on parle beaucoup d'immortalité, mais en fait, John prétend pas être immortel, prétend être vieux. Après, je trouve que c'est un film qui est un petit peu, je dirais, pro-entretien épistémique. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez frappé, c'est la différence entre, je crois, Dan et Art, donc Arthur, avec Dan qui prend des notes, qui pose des questions. À un moment, par exemple, Dan, et il va le faire plusieurs fois, John va dire survécu, et Dan va lui demander qu'est-ce que tu entends par survécu? Est-ce que ça veut dire que être toujours en vie? Et donc John va répondre. Et Harry va faire ça plusieurs fois et va s'assurer d'être bien raccord avec John. Et le comportement de Dan, je trouve, voilà, s'oppose beaucoup à celui de Hart, qui est complètement dans l'opposition, complètement dans la violence, complètement, parfois même, il va le traiter de malade, il va lui faire des procès d'intention. Tu fais ça pour te foutre de notre gueule, tu fais ça parce que tu bois, parce que tu prends de la drogue, je sais plus exactement de quoi il va l'accuser. Il y a quelques sophismes, enfin paralogismes, pardon, qui sont évoqués à certains moments. Il y a aussi l'argument qu'à un moment sorti sur c'est moderne donc c'est bien. Enfin, il y a vraiment un appel à la modernité et l'appel aussi à l'inverse à l'ancienneté. C'est ça. À un moment, je crois que c'est Hart aussi qui dit c'est une insulte au bon sens. On sait tous que le bon sens, c'est très très compliqué le bon sens. On a, je crois que c'est Dan encore une fois qui va dire ton histoire ne fonctionne pas avec la nature telle qu'on la connaît. Et effectivement, en science, on a ce côté, bah, si ça colle pas, c'est peut-être parce que c'est pas ok, c'est pas vrai, on se trompe. Ce à quoi va répondre d'ailleurs John, mais il y a tellement de choses qu'on ignore, qui est complètement vrai aussi. J'ai découvert donc très vite. J'en avais repéré d'autres dans le film. Oui, c'est moderne donc c'est bien. Voilà, c'était ça l'appel. C'était Edith, tu vois, qui disait ça. Oui, c'était Edith qui parlait, je crois, de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, je sais plus bien. Et Dan qui lui rétorque ah, c'est moderne donc c'est bien. Mais alors en plus sur un ton un peu méprisant comme ça, presque la police du paralogisme. Tu vois, ah, attention, paralogisme. Moi, ça m'avait assez frappé. Et je trouve que c'est un super film pour aborder la dissonance cognitive. Je trouve que c'est un truc qui va vraiment là-dedans, c'est-à-dire à quel point, en fait, parce que c'est vraiment ça l'axe premier du film, c'est-à-dire à quel point une idée peut remettre en cause toutes nos conceptions du monde. Donc là, c'est le cas, en fait, ça remet en cause tous les domaines scientifiques. Il remet, en fait, au fur et à mesure de l'avancée, il remet en cause tous les domaines scientifiques, que ce soit la biologie, peut-être moins quand même l'anthropologie et l'archéologie, mais la biologie, c'est totalement remis en cause. Enfin, voilà, et on remet en cause aussi les religions. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est comment, en fait, chaque personnage va, en fait, gérer, c'est ça, sa dissonance cognitive, à quel point, en fait, ce qui crée va remettre en cause les croyances. Et c'est vrai que je trouve que c'est un grand film pour parler, en fait, de différents thèmes. Donc, on a déjà évoqué la religion, on a évoqué aussi, pour le coup, le thème de qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que la réalité, comment est-ce qu'on peut évaluer la réalité dans un cas comme ça, quels outils on utilise. Ouais. Ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et c'est aussi un grand film aussi sur la mort, sur comment, en fait, cet homme qui est immortel, en fait, renvoie tous les personnages à leurs conditions mortelles. Et ça, c'est aussi une des violences qui est présent dans le film, en fait, et surtout en ce qui concerne le personnage de Will, en fait, qui lui voit la mort tout autour de lui, parce que lui, déjà, il est cardiaque, en plus de ça, il vient de perdre sa femme, donc c'est quelqu'un qui aborde le problème plutôt dans ce sens-là, dans ce sens très plutôt émotionnel, dans son rapport à la mort, et de voir quelqu'un qui est immortel, je pense qu'il prend ça d'une manière tellement injuste, en fait, pour lui, c'est tellement injuste si c'est vrai qu'il peut pas l'accepter. C'est ça.
Je trouve ça extrêmement intéressant, c'est vraiment cette question-là sur la dissonance cognitive. En fait, chaque personnage doit gérer ça, et je trouve ça assez intéressant pour voir un peu les profils psychologiques différents. Je trouve ça intéressant. Tout à fait. Ouais, puis il y en a qui vont même proposer des hypothèses. En fait, par exemple, tu parlais de la biologie. À un moment, donc le biologiste, il dit, bah voilà, ce qui serait possible, c'est que en fait, ces organes se régénèrent, qu'il n'y ait pas de nécrose. Et ce qui va être opposé à ça un peu plus tard, c'est comment est-ce qu'on serait passé à côté d'un truc aussi énorme. Bon, après, tout le film, il est comme ça, hein, c'est des ping-pong, ça marche pas, ça colle pas. Edith, qui vient de perdre une proche ou un proche, je sais plus, qui avait Alzheimer, elle voit aussi John avec un Alzheimer, parce que bon, ça, tout le monde le sait pas forcément. Mais la maladie d'Alzheimer, c'est pas seulement une perte de mémoire, c'est aussi parfois des délires, en fait. Et voilà, après, il y a plein d'autres hypothèses qui vont être proposées dans le film. Bon, alors, la première, c'était je suis une incarnation divine. Ensuite, il y a eu la possibilité, donc, Ça, je peux pas se préciser parce que je crois que dans la version anglaise, et je sais pas si Adeline ou Geoffrey vous avez fait attention, mais je crois qu'il dit It's just happened, c'est juste arrivé, et ça a été traduit par je suis une incarnation divine. Moi, ça m'a tué personnellement. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est. J'ai pas fait gaffe. Ah, t'as fait. Mais. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, pardon. non, mais t'inquiète pas, mais donc, c'est dire que les voilà. traditions sont. Donc, c'est juste arrivé, ces organes se régénèrent. Après, on a eu il vit hors du système spatio-temporel, puis la thèse du vampire, puis qu'il est malade au sens psychologique ou psychiatrique du terme, je sais jamais. Après, il s'ennuie, il a fait quelque chose de mal, il joue avec nous, puis il a Alzheimer, et en dernier lieu, il prend de la drogue. Et je voudrais juste revenir, je sais plus qui parlait tout à l'heure du fait qu'il pourrait tester si oui ou non, effectivement, il vole la vie des gens en s'isolant. Oui. Moi, j'adorerais voir un film où toutes les hypothèses sont explorées et voir ce que ça donne. Est-ce qu'elles tiennent la route ou pas? Un film de 5 heures, sans doute. Ah, mais moi, le film, il durerait 24 heures déjà, The Man from Earth. Ça me poserait pas de problème, moi. Aucun souci. Ça ferait une longue pièce de théâtre en tout cas. Contrairement à la suite, voilà, contrairement à la suite qui est. Oui, on va. Voilà, que je n'ai pas vu moi, alors je ne sais pas, mais je vous fais confiance là-dessus. Hein. Oui. Bah, on peut pas dire que c'est un sujet qui fâche, puisque tout le monde est d'accord pour dire que c'est globalement très merdique. D'accord. Quelque chose qu'on n'a pas abordé, là, je le vois dans mes notes, c'est que à un moment, John dit avoir croisé une autre personne qui lui aussi se disait très très vieille ou immortelle, et lui-même en a douté. Chacun doute de l'autre d'ailleurs, parce que Oui, c'est ça. Ils savent exactement ce que ça implique, Ouais. comme difficulté de se croire. Ils ont aussi croisé des charlatans, forcément, dans leur vie. Ils savent que le seul moyen d'y croire vraiment, c'est de se recroiser plus tard. Et il dit, j'ai cru le revoir dans un train 200 ans plus tard, et puis je l'ai perdu de vue. Voilà, impossible de vérifier. Quelle frustration. En tout cas, on ne saura jamais. C'est ça. Peut-être dans le 3. Voilà, j'allais dire, sauf s'il y a un troisième. Ah ben ça aussi, ça aurait été une piste intéressante pour le 2, c'est-à-dire de faire intervenir cette personne-là. Mais bon, apparemment, toutes les pistes intéressantes, ils les ont mis à la poubelle, ils ont pris tous les trucs vraiment merdiques. Surtout que sur le plan scientifique, l'idée qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit comme ça paraît encore moins plausible. Et je la tiens ma transition là, parce que cette histoire de descendance, on sait qu'il est parfaitement fertile, hein, qu'il a eu a priori pléthore de descendance. Ce sera très vite abordé pour dire t'as forcément eu tellement de descendants au cours de 14 000 ans qu'il y en a au moins un de nous ici qui est un de tes descendants directs. Et il croit pas si bien dire, puisqu'il y a son petit-fils qui est dans la pièce. Son petit-fils direct. Son fils Je crois que Son fils. C'est pas son fils, c'est son fils. Non, c'est son fils. C'est son fils, d'accord, parce que c'est effectivement... il m'a semblé entendre grandchildren à la fin, en anglais, je suis pas certain. Non, c'est parce qu'il parle bien de son père qui l'a quitté quand il était môme. Ouais. Et après, il l'a frotté en disant ouais, toi, t'as toujours eu froid, etc. Enfin, donc il y a vraiment un rapport entre les deux, de père à fils en fait. C'est pas ça. Son fils, donc voilà, effectivement, donc descendant direct, alors que ça pourrait être genre Gengis Khan avec tout le monde là dans le sang, tu vois. Mais non, c'est encore plus direct que ça, et c'est d'ailleurs ce qui va être finalement un des trucs qui vont te marquer pendant le film pour te dire ah mais oui, mais en fait s'il avait des descendants, du coup. Et ben forcément, il pourrait dire ah mais j'ai été le père de telle personne ou donner une identité qui puisse être confirmée et qu'on puisse vérifier son histoire. Et effectivement, c'est ce qui permettra à la fin le plot twist final et de dire
Bah oui, je suis ton père, voilà, c'est la preuve, Luc, machin, tout ça, la guerre des étoiles. Voilà. C'est clair, c'est clair, en fait, c'est vachement inspiré de Star Wars, parce que j'avais pas vu le rapport. Je suis ton père. Ouais, c'est pas mal. Le plot twist était quand même génial. Voilà. Et vite fait évoquer en plus cette question-là, il y a un des personnages qui dit, je crois au tout début du film, enfin, que justement, quand il dit qu'il y a 14 000 ans, il y en a un qui lui dit, ah ben tu dois en avoir une sacrée descendance, si ça se trouve, il y en a certains ici qui sont tes descendants directs, en fait. Et c'est vrai que c'est une question, comme tu parlais par rapport à Jessica, c'est vraiment une question qui se pose pour le coup. Je voulais dire par rapport à Will, ce qui est intéressant, c'est que c'est celui qui est le plus dans la violence. Et du coup, ça se demandait s'il reconnaît pas en fait John dès le départ. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'a priori, il a connu son père petit, il donne des anecdotes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu ce gars me fait disjoncter, il me rappelle trop mon père. C'est un truc très freudien, ça. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, mais c'est son truc, Will. Comme le mec est devenu psychanalyste, ça l'a bien travaillé toute sa vie, quoi. Preuve. Le rapport au... Ah, c'est ça, le rapport au père, c'est vrai, du coup, il est direct, ouais. La boucle est bouclée, ouais. Mais ça change des rapports à la mère, hein, en psychanalyse. Et ben voilà, bah, ça aurait été une piste aussi pour le deuxième, sauf que bah, cette piste-là n'a pas non plus été explorée. Ils en parlent. D'accord. Ils parlent du manque de la mère un tout petit peu à un moment donné. J'ai été content qu'ils creusent pas plus que ça, effectivement, parce que bon, c'était un peu stérile. Oui. Il parle de ses angoisses après, ça c'était intéressant par rapport au feu, son rapport à l'autre. Sur ses émotions, il y a un truc moi que j'aurais aimé explorer plus. Voilà, est-ce qu'il a toujours été moralement droit, irréprochable? Est-ce qu'il se force à l'être parce qu'il a l'air d'avoir un code qui lui a été un petit peu inculqué d'ailleurs par Bouddha, donc relativement sur le tard par rapport à ses 14 000 ans. Euh, il a probablement été longtemps immoral ou amoral. Et en fait, il s'oblige à l'être, je pense, parce que finalement, il doit avoir peu d'empathie. Ça se sent quand il est en discussion justement avec sa copine à un moment donné, qui lui dit, ben, en fait, je peux plus être vraiment amoureux, alors je tiens à toi, tu m'attires beaucoup, etc. Mais c'est comme s'il était détaché de tout et qu'il vive effectivement détaché du temps, parce que il est tellement habitué à voir des proches mourir que finalement ça a été une réaction de protection au fil du temps que de survoler tout ça. Même s'il aime les gens, il le dit, je vous aime profondément et de façon sincère, mais c'est plus la même chose pour moi que ce que c'est pour vous. Il n'y a pas la même intensité, quoi. Voilà. C'est une des raisons qui fait que j'ai absolument pas envie d'être immortelle. Moi, j'ai vu une vidéo, j'en parle très rapidement à la fin de ma chronique. C'est une vidéo de Mister Sam, vous immortel. Il expose rapidement les raisons pour lesquelles il aimerait bien vivre 5000 ans. Ah, moi, j'ai 34 ans, j'en ai déjà pris tellement dans la poire. Je me dis, je veux pas vivre 5000 ans, quoi. Et pareil, quand je regarde le film, quand je regarde The Man from Earth, j'imagine un petit peu toutes les horreurs qu'il a dû vivre, que ce soit des choses qu'on lui a faites à lui, que ce soit des choses que lui a dû faire, que ce soit assister systématiquement, il le dit à un moment, aux mêmes erreurs qui se répètent. Je peux comprendre qu'il fuit tout le temps et qu'il évite de retomber amoureux. Bon, après, il part quand même avec comment, je retiens pas son nom. Sandy. Sandy. Elle part avec lui à la fin, non? Il lui fait la proposition au début. Voilà. Il lui dit tout ce que je peux t'offrir, c'est 10 ans de plus. C'est 10 ans. Ouais. Exactement. Mais moi, j'ai juste une question, si je peux me permettre. Sur toutes les hypothèses qui ont été évoquées, vous, laquelle vous semble la plus plausible? Allez, exercice, raseur d'Occam. Je veux dire, en dehors de celle qui s'avère être vraie à la fin. Oui. Donc, il y a l'incarnation divine, bon, même si c'est pas vrai, les organes qui se régénèrent, le fait d'être en dehors du système spatio-temporel, d'être un genre de vampire, d'avoir des problèmes psychiatriques, de s'ennuyer, d'avoir Alzheimer ou de prendre de la drogue. Pour moi, la plus probable, c'est la parfaite régénération cellulaire, sauf que effectivement, on a parlé de la descendance et alors je sais pas, après je suis pas biologiste, mais je pense qu'un des contre-arguments parfaits, c'est de dire que pourquoi aucune de ces descendances n'a eu cette même régénération cellulaire pour le coup. Ah non, moi j'ai vu un documentaire qui traite de la descendance de Jésus. Bah, je peux vous dire que Audrey Tautou, elle est pas du tout divine, ni immortelle, et qu'elle marche pas sur voilà. Meilleur documentaire. J'ai pas du tout compris lien de cause à effet. J'ai entendu Audrey Tautou et puis Jésus, je crois, dans la même phrase, c'était bizarre. Et what? Là, je fais référence à Dan Brown et à... Ah oui, comment s'appelle d'accord. le film Ok. Da Vinci Code. Ah, Le livre d'accord. et le film. Je me rappelle plus. Lisez le livre, hein. Le film exploite tellement peu de choses par rapport au bouquin.
Ah, mais effectivement, moi je me suis posé la même question. C'est vrai que, mais alors tu peux très bien écarter ça en disant que bah, c'est pas un caractère héréditaire, hein, tout simplement. Oui. Alors parce que si c'est une mutation spontanée, toutes les mutations spontanées ne sont effectivement pas transmissibles. Donc il est possible que spontanément ce soit arrivé quelques fois dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y avait une chance sur plusieurs milliards, mais qu'en fait il y a aussi eu d'autres personnes qui ont eu ça, mais qui soient morts, puisqu'on l'a déjà dit. A priori, il n'est pas immortel, il a juste eu beaucoup de chance, il est passé à travers, et il a une meilleure régénération cellulaire, donc il peut plus facilement survivre aux blessures, mais pas aux maladies. Alors que les maladies l'ont affecté, mais il y a toutes survécu. Bah, c'est parce qu'il était vacciné d'avance, peut-être, on ne sait pas. Il a probablement plus d'anticorps que la totalité de l'humanité réunie, ça c'est clair. Donc, Aussi. mais il doit avoir besoin de rappel régulièrement quand même, hein. Après, c'est pas impossible si on enlève, encore une fois, la vraie réponse à la question, hein, donc, il a bien 14 000 ans. C'est pas impossible que ce soit un psychopathe qui se fout de leur gueule du début à la fin, hein. Justement, Non, non, pour non. répondre à Geoffrey et à Cicéphaux là, sur ce qu'ils viennent de dire, à la fois le manque d'empathie et la question que posait Cicéphaux, moi j'ai bien envie de prendre la réponse que semble faire le réalisateur sur ces deux films. Et donc là, je vais spoiler un petit peu complètement le 2. Et sur le post, Oh, quel dommage. et sur le post-générique qu'il y a dans le 2, c'est-à-dire la théorie envisagée que John tue des gens peut-être pour récupérer leur force vitale. Pourquoi ? Parce que Will parle de ça à la fin du 1, on l'a évoqué. Il serait une sorte de vampire qui capte cette force vitale des gens. Will insiste dessus. Et là, il y a un plan regard accusateur de John. Et là, il semble avoir quand même une part très obscure, ce mec. Et peu après, bizarrement, c'est quand John touche Will que celui-ci fait une crise cardiaque. Et dans le 2, Philippe, le personnage catholique qui essaye de tuer John, disparaît mystérieusement. Et un agent du FBI vient voir Arthur pour le questionner à propos de John, parce qu'il s'intéresse à lui comme potentiel tueur en série. Et dans le 1, il est mentionné que John pourrait être n'importe qui, comme Jack l'Éventreur, par exemple. J'aime bien cette idée, c'est assez séduisant. Voilà. Qui a des connaissances de ouf en médecine. Et c'est quand même la théorie du réalisateur. Et s'il y avait un 3 ou une série, je pense qu'on partirait. C'est très grave ce que tu es en train de faire là, Adeline, parce que moi, ça me donne envie d'aller revoir le 2. Non. Générique. Dans le 2 s'échappe, il a un couteau dans le ventre et il s'échappe de la chaise, on ne sait pas où il va. Il semble quand même... J'adore, parce que ce que tu décris, ça nous paraît tellement en désaccord avec le 1, c'est ouf, quoi. Mais moi, je l'ai vu le 2, mais j'adore ce que tu parles, un couteau dans le ventre et tout. Puis quand on voit le premier film, on fait, mais c'est pas du tout le même univers, en fait. Totalement le scénario du 1 dans le 2, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même plein de points dans les deux films qui semblent aller vers cette théorie-là. Parce que, alors, par rapport à ces théories, du coup, pour répondre à ta question si c'est faux, pour moi, il est clair et net à la fin qu'effectivement, il est immortel, puisque il donne des éléments qui ne peuvent pas être Moi, je me suis posé, en sachant que j'allais le revoir, la question de savoir quel est l'élément qui permet la réfutabilité et qui valide l'hypothèse. Sur l'histoire de la descendance, c'est clairement les preuves qu'il peut apporter, lui, qu'il était bien le père, donc du coup, de Will. Et il est le premier à donner le nom du chien, à donner des éléments qui clairement ne peuvent pas être donnés au hasard. Alors, en suspendant légèrement notre crédulité, parce que on pourrait toujours supposer que il est allé se renseigner au maximum, mais par contre, effectivement, ça n'écarte pas la possibilité de la thèse du vampire, des choses comme ça, au contraire, ou du vampire psychopathe d'ailleurs, donc c'est-à-dire la fusion de deux de tes hypothèses en une seule. Mais dans tous les cas, je pense que celle de l'homme âgé de 14 000 ans, elle est validée. Pour moi, il n'y a pas de doute possible. Non, mais écoute, finissons dans la joie, la bonne humeur et même un peu d'impolitiquement correct. Et parlons de choses fun et légères qui animeront vos après-midi en terrasse. Et du coup, je vous propose de faire un petit listing d'anecdotes autour du film. Et puis, tant qu'à faire, on parlera aussi des meilleurs films de science-fiction de tous les temps, ou pas, et de Star Trek et de Stargate SG1, puisque je suis là pour faire la caution geek, n'est-ce pas? Et quel rapport avec The Man from Earth? Eh bien, vous le saurez dans 2 minutes. Alors, ça a été évoqué, il y a l'histoire du téléchargement illégal qui a permis au film de se faire connaître. Il a été donc mis à disposition en torrent. Et boum, il a été téléchargé des milliers et des milliers de fois, si bien que donc Wilkinson, qui est le producteur,
Il a même carrément fini par remercier le site de téléchargement illégal, qui me fait vous poser la question, une question très très importante. The Man from Earth est-il un film de gauche ou de droite? Voilà. Bon, j'espère que vous êtes immortel parce que c'est le temps minimum qu'il vous faudra pour répondre à cette question. Alors, c'est pas tout sur le téléchargement, puisque grâce à ça, le film, donc ça a été dit aussi, il n'est sorti qu'aux États-Unis. Il a pu se faire connaître dans le monde entier et aujourd'hui, il fait partie du top 50 des meilleurs films de science-fiction sans effets spéciaux de tous les temps. Enfin, ça, c'est ce que dit l'article Wikipédia du film. Moi, je suis une vraie sceptique, vous voyez, donc je suis allée vérifier. Alors, sur le site Sens Critique, le film est classé seulement 72e. Bon, pas bien. Mais bon, sur ce même site, Jurassic Park n'est que 30e et leur top 3, c'est Blade Runner, 2001, l'Odyssée de l'espace et Alien, le 8e passager. Donc bon, moi, je suis pas très très d'accord avec eux, donc j'ai envie de dire qu'ils sont pas très très fiables. Ensuite, sur Allociné, il y a qu'un top 25 dans lequel le film n'apparaît pas. Mais leur top 3, c'est Star Wars épisode 4, Interstellar et Inception. Et surtout, Jurassic Park y est 12e. Et là, du coup, comme ça colle bien plus avec mon opinion, je leur fais bien plus confiance. Je vous ai dit que j'étais une vraie sceptique. Sur Vodcaster, il est 49e. Leur top 3, c'est le même que sur Sens Critique. Mais très important, Jurassic Park, est 12e aussi. Et après, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée regarder sur Combini. Après, j'ai arrêté. The Man from Earth, il est pas dans leur classement. Jurassic Park, non plus. Inception, il est 98e. Bon, par contre, ils ont Metropolis, Gravity et Wall-E en top 3, donc je leur pardonne. Voilà, des bisous aux sites cités et n'y voyez rien d'autre qu'un prétexte pour faire rire l'audimat en ces temps troubles et les faire se taper un peu sur la gueule aussi parce qu'on doit quand même se faire chier en terrasse à 9h du matin. Bon, je vous passe l'anecdote sur les films porno puisque c'est fait. On n'a pas eu les noms des films porno au cas où il y aurait des auditeurs qui seraient intéressés quand même. Alors, c'est Playboy Playmates in Paradise en 1992 et Playboy International Playmates en 93. Voilà. J'aime bien parce que dit comme ça pourrait aussi être des films porno gays, donc Je sais pas. tout est possible. Je sais pas. Et t'as dû aller les regarder puisque tu les as cités, non? Bah moi, en toute bonne sceptique, je vois les titres, je me dis, je vais vérifier. Je vois les images, je fais bon, ok, c'est bon. C'est bon. Numéro 3, et on va traîner un tout petit peu là-dessus. Donc, le film a une suite qui s'appelle Holocene et qui est aussi bonne que des copies trop cuites, sans vouloir insulter les cookies. N'allez pas la voir, hein, run you fools, comme dirait l'autre. Et en fait, je pense même que les derniers Star Wars sont meilleurs que ça. Donc, parlons plutôt de Star Trek et de Stargate, qui tout le monde sait sont de bien meilleures sagas que Star Wars. La preuve tout de suite, parce que l'épreuve, c'est bien, c'est même très très bien l'épreuve. The Man from Earth est donc réalisé par Richard Shankman, mais le scénario est de Jérôme Bixby, qui est décédé en 98, soit 9 ans avant la sortie du film. C'est en 1960 qu'il commence à imaginer l'histoire d'un homme immortel, idée qu'il a utilisée dans Star Trek pour un épisode dans lequel Kirk, Spock et McCoy rencontrent un homme qui prétend avoir connu Johannes Brahms, je sais pas qui c'est, et Leonard de Vinci, je sais pas qui c'est non plus. Non, je plaisante, je sais très bien qui est Johannes Brahms. Jérôme Bixby est d'ailleurs le père d'Emerson Bixby, qui était à la production exécutive de The Man from Earth, comme quoi vous voyez, tout est lié, nous sachons. Ensuite, il y a Richard, je ne sais pas comment on prononce son nom, Reel, qui joue le docteur Gruber. Alors lui, il apparaît dans Star Trek Enterprise, où il joue un autre docteur, le docteur Lucas, et on le croise aussi dans 3 des 5 spin-offs de Star Trek. David Lee Smith, John, donc, il apparaît dans Star Trek Voyager. John Billingsley, qui joue Harry, lui, on le retrouve dans Stargate SG1 et dans Star Trek Enterprise, où il interprète le docteur Flux. Et il a également joué son propre rôle dans un épisode de Roswell qui se passe sur le plateau de l'Enterprise. Et c'est pas tout, on n'a pas fini avec Star Trek et Stargate. Helen Crawford, Edith, donc, est mariée à Mike, je sais pas comment on dit son nom non plus, Genovese, je sais pas, Genovese, qui est invité guest star dans Star Trek The Next Generation et Star Trek Deep Space Nine. J'arrive pas à dire Deep Space Nine en une fois. On a Tony Todd, Dan encore une fois, qui apparaît également dans Star Trek Deep Space Nine et quelques années plus tard dans Stargate SG1. D'ailleurs, Tony Todd, c'est aussi la voix de Tommy dans un des meilleurs jeux du monde qui s'appelle Call of Duty Black Ops 2. C'est également la voix de Night Stalker, de Viper et de Dragon Knight dans le jeu Dota 2. Mais bon, ça, on s'en fout parce que tout le monde sait que League of Legends, c'est carrément mieux que Dota 2. C'est mieux. Voilà. Je suis contente qu'il y ait des gens d'accord. Par contre, coupez ça au montage parce que je voudrais pas fâcher Jérémy Royaux du comité Para et de la chaîne Scepticisme Scientifique qu'il tient avec Jean-Michel Abrassard.
de sceptiques de qualité que je vous invite à découvrir. Et Jérémy, on t'attend sur LOL. Voilà, j'aurais bien plus à vous dire, mais je vais m'arrêter là pour cette première chronique. Je vous invite à venir sur TikTok où je vous raconterai encore plus de choses. Par contre, je vous promets pas que ce soit plus intéressant, hein. Mais comme vous êtes de bons sceptiques, je sais que vous viendrez vérifier. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est écrit ici. Si le sujet de l'immortalité d'un point de vue sceptique et scientifique vous intéresse, allez faire un tour sur la chaîne de Mister Sam. Il y a une vidéo qui s'appelle Vous, un immortel. Pour moi, c'est une des meilleures vidéos de sa chaîne. Et sur ce, je rends la parole aux autres. Agreed, bravo, super pratique, franchement. Merci. Les liens avec Stargate et Star Trek, effectivement, c'est pas mal. Comme quoi, c'est peut-être un vrai film de science-fiction. Ah ouais. On est quand même sur un film de science-fiction sans aucun effet spécial. Enfin, Et sans science-fiction, pour le coup. Moi, je considère pas ça comme un film de science-fiction, personnellement. Mais bon. Ah, un peu quand même. Ouais. bah, vivre 14 000 ans. Plus fantastique, mais Ouais, c'est vrai. oui, fantastique. Parce que ça fait... Un film fantastique pour moi. ouais, dans le style, c'est plus fantastique. Mais bon. Eh ben, écoutez, Wikipédia, il a dit science-fiction. Moi, j'écoute Wikipédia. C'est la source numéro 1 des sceptiques, Wikipédia. Okay. C'est vrai. Moi, je suis un vrai sceptique, donc je remets tout en cause et j'ai dit que c'est de la fantasy et pas de la science-fiction. Du fantastique, pas de la fantasy. C'est pas la même chose. On ne remet pas tout en cause. On remet en cause ce qui nous semble nécessaire d'être. Voilà, ça semble nécessaire, ça. Voilà. J'ai dit, moi, je suis une vraie sceptique. Allez, j'arrête. Je vais me faire cancel. Moi, le premier truc qui m'a frappé dans le film, c'est le physique de l'acteur choisi pour faire un homme de Cro-Magnon. Au vu de ce que j'ai vu de mes recherches scientifiques sur l'homme magdalénien, donc paléolithique supérieur, ça correspondrait pas trop, quoi. Il devrait avoir la peau un peu plus foncée, les os plus épais, robustes, le visage un peu plus large, les arcades sourcilières un peu plus prononcées, des dents un peu plus grandes, etc. Et donc, ça fait plus penser à la carrure de celle de Chabal que celle de David Lee Smith, et qui me semble pas trop crédible pour jouer physiquement un magdalénien pour moi. Et donc, je pense que... On proposera Chabal pour le prochain. Ouais, comme pour le Van Gogh, le réalisateur s'est pas trop embêté sur ça. Quoi. Il fallait un acteur qui l'incarne bien aussi quand même. Donc, Mais est-ce que Chabal aurait dit oui aussi si on lui avait proposé? Moi, je sais pas. Hein. Il était trop grand, Chabal. Trop grand. Non, mais en fait, en vrai, il vous a pas dit, mais il jouera dans le 3 et il jouera la personne justement qui est l'autre immortel. Ah. Et Trop bien. donc, je suis désolé, je donne des informations comme ça, mais voilà. On a hâte. Donc, bientôt, Chabal dans The Man from Mars 3. Beaucoup plus crédible. J'ai aussi un petit mot de la fin pour vous. J'encourage du coup tous les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu ce film, à aller le voir parce qu'il est effectivement culte. Si vous l'avez déjà vu, avant que d'être sceptique, revoyez-le pour voir ce que ça vous fait comme assisé. Est-ce que vous avez changé d'opinion dessus? Je trouve que c'est un film qui permet de bien mesurer notre propre évolution par rapport à ce genre de choses. Et enfin, je ferai un parallèle entre ce film et une autre œuvre que j'aime beaucoup, qui, comme celle-ci, vous invite à remettre en question ce que vous prenez pour acquis et voir comment ça affecte votre conception du monde, qui est le roman Zo ou l'assassin philanthrope de Vercors, qui est d'ailleurs une pièce de théâtre, donc qui peut parfaitement aussi se jouer à huis clos. Et pour vous le résumer un tout petit peu, imaginez qu'on découvre le chaînon manquant et que un être humain assassine ce chaînon manquant, qui est toujours vivant donc aujourd'hui, mettons par exemple sur une petite île au large de l'Australie. S'agit-il ou pas d'un homicide et comment fait-on pour en déduire la nature humaine? Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et si c'est faux, alors est-ce que toi, tu conseilles, à l'instar de Geoffrey, tu conseillerais le film? Ah oui, il faut le voir. Il faut le voir. Et vous allez croire John parce que vous n'avez pas d'autre choix. Clin d'œil au film. Adeline, pour toi? Je conseillerais les films, oui, sur le déroulé des questions des différents professeurs qui l'interrogent. Je trouve toute cette partie très intéressante. Bon, bah, moi, pareil, hein, c'est pareil. Je conseille aussi le film. Je pense qu'il faut le voir au moins une fois pour se faire une idée. C'est un scénario, effectivement, très enrichissant. La mise en scène, effectivement, n'apporte pas énormément de choses, mais finalement, c'est peut-être pas ce qu'on demande le plus à un film de ce style-là. Et moi, si j'avais un autre conseil en plus de ce film-là à donner, ce serait d'aller voir pour un film un petit peu similaire, mais que de toute façon on chroniquera un jour ou l'autre dans cette émission. C'est 12 hommes en colère, qui est aussi un huis clos où l'enjeu du huis clos est d'essayer de
chercher un peu la réalité, en tout cas de remettre en cause aussi des idées préconçues, des préjugés, qui va entraîner un énorme débat. C'est en plus de ça, contrairement à The Man from Earth, c'est un énorme classique du cinéma, considéré comme un des meilleurs films de cinéma de tous les temps. Donc voilà, The Man from Earth et 12 hommes en colère, et à bientôt pour une prochaine émission sur celui-là, mais d'ici là, on va parler d'autres films en attendant. Bon, ben, ça, c'est la fin de cette émission sur cette première émission sur The Man from Earth, sur un peu ce baptême du feu. Merci beaucoup, Adeline, d'être venue. Merci à vous tous. Merci à toi, si c'est faux. Merci, puis à la prochaine. Merci à toi, Geoffrey. Merci Vivien, merci Cissé, merci Adeline et merci aux spectateurs. Donc, très bien. Et merci à Gabriel qui enregistre. Donc merci à tout le monde, merci à vous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas d'aller au cinéma, surtout que maintenant ils sont ouverts, mais tout en restant sceptiques. Restons ciné-sceptiques. Ciao, ciao. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.